Bonjour Elisabeth Roudinesco. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui dans Conversation, une émission qui aime recevoir des gens comme vous avec un parcours comme le vôtre. La première question, comment allez-vous? L'époque est étrange, mais voilà, je veux savoir comment vous allez. Moi, je vais bien. Ouais, voilà, ça c'est Pas chouette. l'époque, mais moi, Ouais, oui. voilà, j'aime bien cette réponse. Vous publiez au Seuil, et on est aujourd'hui dans les éditions du Seuil qui nous reçoivent pour cet entretien, Le Divan des femmes. Alors c'est un livre vraiment très intéressant qui est la suite des autres livres qui sont traduits dans de nombreux pays, 20 langues, hein, Une vingtaine de langues. vingtaine de langues. Alors, Hein. en tout En plus, tout, hein. mais disons, Voilà, oui, donc oui. plus que connu et reconnu pour votre travail autour de la psychanalyse. Je cite un livre, Histoire de la psychanalyse en France, Jacques Lacan, mais il y en a eu tellement d'autres, Dictionnaire de la psychanalyse, il y en a énormément. Celui-ci vient raconter l'histoire des femmes en tant que patientes, c'est ça qui est très intéressant, et en tant que professionnelle de la psychanalyse, des femmes qui parfois ont été oubliées, peut-être qu'on met en avant souvent trop les mêmes, et ce qui m'a intéressé, c'est ce voyage international que vous nous faites faire à travers le Brésil, l'Angleterre, la France et l'Argentine aussi. Ce qu'on appelle le monde occidental. Voilà, le monde occidental. Alors, vous avez eu envie d'écrire ce livre, de vous intéresser au statut de la patiente déjà pour démarrer. Je pense à celle qui s'appelle Blanche Whitman. Pourquoi ce regard sur ces femmes-là qu'on a un peu oubliées? Alors, Blanche Whitman, Oui. j'en parle pas beaucoup, je l'évoque. Oui, vous parce l'évoquez que au début c'est du livre. Charcot. Charcot. Mais c'est pas. Mais en revanche, je parle beaucoup de Emma Eckstein, première psychanalyste qui est une ancienne patiente. Ça m'avait intéressé au fond, à notre époque, de sortir un petit peu des stéréotypes d'aujourd'hui, de montrer que la psychanalyse avait eu une force émancipatrice pour les femmes, ce qui est vrai, plus que dans d'autres disciplines. Les raisons sont assez claires, c'est que comme c'est une théorie de la famille au départ, il y a forcément les femmes, qu'elles soient en tant que mères, mais qu'est-ce que c'est l'histoire de la psychanalyse? C'est l'histoire d'un père, d'une mère et des enfants. Et des enfants. Donc automatiquement, il y a les femmes. Et comment cette incroyable discipline de former, née dans la mythologie de la fin du 19e, avait donc permis aux femmes de s'émanciper, mais en même temps, selon une historicité qui est la même à peu près que les autres. Ça démarre curieusement, puisque c'est d'anciennes patientes soignées qui acquièrent la profession de psychanalyse. Ce sont les épouses des premiers psychanalystes, tout ça est parfaitement normal, puisque les femmes ne faisaient pas d'études. Elles n'étaient pas égales dans leurs conditions aux hommes. Mais comme c'est une aventure militante absolument passionnante, l'histoire de la psychanalyse, s'orienter vers cette aventure au début du XXe siècle, au moment de la naissance du sionisme, du féminisme, du socialisme. Au fond, c'est un acte d'engagement, puisqu'il s'agit de changer le monde, rien que ça. Non pas en changeant la société ou en changeant le statut de l'homme juif, comme le sionisme, mais en changeant le regard qu'on porte sur la conscience, puisque la terre promise, c'est montrer à l'humanité entière qu'elle a un inconscient et qu'elle peut, sinon le dominer, du moins le connaître. Oui, le connaître, c'est surtout ça. Et deuxième point, capital, et c'est ça qui distinguera toujours la psychanalyse de la psychologie, on ramène chaque sujet à des grands mythes. Au fond, que dit Freud? On n'a pas bien compris le complexe d'Édipe, mais c'est pas ça qu'il dit à chaque névrosé ordinaire du début du XXe, vous êtes un roi, vous êtes Oedipe, vous ressemblez à Hamlet, vous appartenez au fond à une histoire mythique, et vous n'êtes pas simplement un pauvre type ou une pauvre femme dans un coin que la science va soigner. Donc ça donne une consistance absolument extraordinaire à la subjectivité. Et donc, alors, les femmes dedans ont cette importance capitale, mais elles aussi, elles acquièrent des statuts mythiques. Et j'ai montré un peu la progression jusqu'en 1914, puis après 1914, et ensuite, quand elles commencent à avoir une égalité avec les hommes. Il y a un moment qui est intéressant, c'est Anna Freud et Mélanie Klein. L'égalité va jusqu'à la dispute, oui. Ah non, ça c'est normal. Voilà, ça c'est Tout est conflictuel. Vous savez, un monde qui il n'y a pas que les hommes. Voilà, c'est ça, c'est intéressant de voir ça. Un monde qui n'est pas conflictuel, c'est un monde de cimetière. Bien sûr. Donc seul le conflit est intéressant.
Alors, l'image maternante est douce. Voilà. Anna Freud et Mélanie Klein, c'est très intéressant parce que c'est la même génération et l'une est la fille de Freud, l'autre, alors elles sont toutes deux juives de la mythologie repas, parce qu'ils sont tous, c'est comme ça. Elles ont, comme les hommes d'ailleurs, la caractéristique d'émigrer. Elles ne pourront pas rester puisque chassées par le nazisme, et donc elles deviendront toutes les deux anglaises. La fille de Freud devient chef d'école. Elle est importante, mais elles sont toutes les deux assignées à s'occuper des enfants, de la psychanalyse d'enfants, parce que les premières femmes, on considère qu'elles sont plus aptes que les hommes à s'occuper d'analyser les enfants. Bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Pourquoi? C'est une question. Enfin bref, c'est ça. Et Anna Freud développe des théories très proches de celles de son père. Son père l'a analysée, ils s'analysaient tous entre eux. Et elle développe une pédagogie psychanalytique, qui est de la psychanalyse, et elle s'occupe d'enfants de plus de 7 ans. Des enfants, parce que Freud considérait qu'on ne pouvait pas analyser des enfants qui ne parlent pas, qu'on ne pouvait pas approcher l'enfance, la toute première enfance, et elle va créer des nurseries, des écoles, et surtout de la psychanalyse d'enfants. Comment comprendre les enfants. Mélanie Klein, qui est viennoise aussi, elle va acquérir un vrai statut de chef d'école. Elle transforme tout. Parce que, à partir des années 20, elle considère au contraire qu'il faut soigner. Ils ont tous affaire à des enfants qui vont très mal. Oui, bien sûr. Psychotiques, autistes, graves névrosés, etc. Qu'il faut approcher l'enfance au-delà de l'enfant. Donc, les enfants qui ne parlent pas encore. Et c'est elle qui invente tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est elle qui a gagné. Oui, elle invente tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les jeux, la pâte à modeler, la manière de faire s'exprimer les enfants. Et je dois dire qu'elle a du génie. Mais complètement. Et donc, les deux émigrent en Angleterre. Et en effet, elles sont dans un tel désaccord sur tout, et sur la psychanalyse des enfants, et sur les théories de la sexualité féminine, qui sont aussi un enjeu. Bien sûr. Freud avait dit, mais voilà, Freud a dû bien... Freud avait dit à un moment, pour bien comprendre la sexualité féminine, il faudra un jour que les femmes psychanalystes en parlent. Parce que, bon, évidemment, il avait raison. Et cette controverse, ces grandes controverses entre Anna Freud et Mélanie Klein, vont avoir lieu à Londres, entre 1940 et 1944, après la mort de Freud. C'est un pugilat extraordinaire. Elles sont en désaccord, elles se conduisent. Je pense qu'il n'y a pas de différence à partir du moment où les femmes ont les mêmes responsabilités que les hommes, il n'y a pas de différence. Elles peuvent être tout aussi féroces. On a beaucoup dit qu'elles étaient plus douces, plus sympathiques. Oui, plus douces, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les cantonner au regard, si jamais elles doivent être professionnelles, de la maternité, de ce qu'est un enfant. D'ailleurs. Et vous avez cassé cette idée reçue aussi avec ce livre, en le rappelant en tout cas. Mais c'est Mélanie Klein qui le casse. Mais vous le rappelez, donc c'est très intéressant. Elle le casse parce que, si vous voulez, on peut dire que Anna Freud appartient encore à une société de la déconstruction de la toute-puissance paternelle. Donc on met en cause, disons, plus la révolte des fils contre les pères, mais ce qu'apporte Mélanie Klein, c'est plutôt les conflits absolument terrifiants entre les filles et les mères, et qui commencent très tôt, puisque Mélanie Klein va inventer, montrer quelque chose qui est vrai, c'est la haine que les mères portent à leurs enfants. Il s'agit de cas pathologiques. Oui, bien sûr. C'est pas quelque chose... Commun des mortels de tous ceux qui... Voilà. Bien sûr. Mais la haine inconsciente. Un cas clinique. Et des cas cliniques. Mais en même temps, c'est universalisable. Parce que Freud considérait au fond qu'il avait une mère formidable. Pour lui, il considérait que les mères étaient formidables, que le statut de la mère n'était pas attaquable, enfin, il s'était quand même rendu compte que... Ça permettait aussi de les laisser à cet endroit. Voilà, que le il y a aussi conflit. Tandis que Mélanie Klein, je dirais que Freud était encore quand même dans l'idée que l'environnement social compte beaucoup pour analyser l'inconscient. Mélanie Klein, elle entre complètement dans l'univers de l'inconscient. Des patients. Alors, pas seulement des enfants, mais disons qu'elle évolue vers des cas
des histoires beaucoup plus terrifiantes. Et disons que chez les kleiniens ensuite, qui vont former un courant dominant dans toute l'histoire de la psychanalyse, l'idée c'est d'explorer majoritairement l'inconscient. Quand vous rencontrez aujourd'hui des kleiniens, c'est une école très forte, hein, qui sont restés freudiens, en même temps c'est la psychanalyse. C'est peuplé vraiment d'interrogations, toujours sur ce qu'il y a de pire dans les relations avec les parents. Mais c'est très moderne. Hein, et c'est des choses absolument et modernes. La jeunesse de la psychose, oui. La jeunesse de la folie infantile. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'accuser, hein, jamais. Ah non, on n'accuse pas. On montre démontre. Les structures. Voilà, on démontre. Alors, ce qui était intéressant, la parole des sujets. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous montrez aussi très bien qu'il y a une bascule qui se fait entre celle qui est patiente et devient après professionnelle. Ah oui. Et elles ont apporté beaucoup. Et on pense souvent aux mêmes monsieur qui ont apporté eux aussi beaucoup. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui on se soit permis d'oublier qu'elles aient existé? Mais écoutez, parce que ce livre est surtout pour les rappeler. Mais pourquoi est-ce que c'est un travail de femmes et d'hommes, ce travail de mémoire? Écoutez, c'est pas vrai. C'est vrai? C'est pas un travail de femmes et d'hommes de se rappeler? On les a oubliés. On les a pas occultés. On a occulté certaines. Oui. Hein. La première, Emma Eckstein, oui. parce que Freud a pas mal déraillé avec elle, parce qu'elle a été l'enjeu de traitements terribles qui n'ont pas marché. Elle avait été abusée sexuellement. Ensuite, Freud l'a confiée à son ami berlinois pour qu'il lui opère le nez parce qu'il pensait que l'origine de ses problèmes venait du nez. Alors, Emma Eckstein, oui, beaucoup d'entre elles, oui. Mais enfin, Mélanie Klein est connue dans le monde entier, rien n'a jamais été occulté, Anna Freud non plus, Lou Andrea Salomé, à qui je fais une place très importante, elle est célébrissime. Bien sûr. Ensuite, les Américaines, qui sont toutes des immigrés venus de la Mitteleuropa, Ellen Deutsch est une star, c'était une star aux États-Unis. Donc on ne peut pas dire qu'elles ont été occultées. Et je ne crois pas que Françoise Dolto en France ait été occultée. Mais du tout. Et Marie Bonaparte non plus, de son vivant. Donc moi, le mythe de l'occultation des femmes, non. D'accord. Non, de certaines. Alors pourquoi certaines? Pourquoi celles-là? Parce que les ratages. Parce que les moments, vous savez, la communauté psychanalytique, elle passe son temps à se mentir à elle-même, mentir sur ce qui ne va pas. Alors évidemment, on a occulté toute l'histoire, par exemple, que je raconte de Hermine von Hugelmuth, qui est la première psychanalyste d'enfants à Vienne, qui était une faussaire, qui a inventé l'histoire d'un journal d'une adolescente qui n'existe pas et qui a été assassinée par son neveu, auquel elle faisait des interprétations psychanalytiques épouvantables. C'est une histoire épouvantable. Oui, donc c'est là, un film. Les histoires épouvantables ont été occultées. Au contraire, les histoires glorieuses ont été valorisées. Donc la notion d'occultation en histoire, alors est-ce que ça vise particulièrement les femmes? Oui, Michel Perrault l'a démontré, il y a une histoire silencieuse des femmes dans l'histoire de la civilisation. C'est vrai, parce qu'elles n'ont pas occupé les mêmes places de pouvoir que les hommes. Mais d'abord, maintenant, c'est terminé. Non, on les occulte plus, au contraire, on raconte leur histoire. L'occultation, il ne faut pas la transformer en complotisme. Ah non, surtout pas. C'est aussi parce que les femmes n'avaient pas les moyens d'occuper la même place que les hommes. Elles étaient confinées au statut d'épouse et mère. Oui, vous parlez de cette époque 1895-1945. Évidemment. Je parle évidemment. L'événement Simone de Beauvoir de 1949 est capital pour le monde entier. Exactement. Parce que elle écrit le grand livre sur les femmes, le deuxième sexe, qui va avoir un succès mondial. Et la thèse selon laquelle on ne naît pas femme, on le devient, sort justement de l'idéologie de l'assignation purement anatomique. Mais à partir de ce moment-là, l'égalité est haute, et l'histoire de la psychanalyse est contemporaine de l'histoire du féminisme. Ces deux histoires se rencontrent, se croisent, ne s'allient pas forcément. Mais c'est un moment de l'histoire de la libération des femmes. Donc l'occultation est un concept à utiliser avec prudence. Voilà, avec prudence. Et aujourd'hui, il y a des sciences et les femmes... Les années 50, 1945, vous en parlez justement. On va rechercher
l'histoire de ce qu'on appelle les dominés. Oui, il y a l'accès à l'école aussi qui est très importante. Évidemment. L'accès à l'école qui est très importante. Il y a aussi un regard aussi autour des médias, la façon dont on les rend visibles aussi, à travers aussi la fiction. Donc c'est important d'avoir en mémoire pour les générations à venir qu'il y a eu des femmes qui ont compté. Aujourd'hui, il y a des sciences différentes, comme par exemple l'intelligence artificielle. Les filles, on voit bien que les parents parfois se retiennent à ce qu'elles fassent des études scientifiques parce qu'ils ont parfois l'idée que peut-être c'est pas fait pour elles. Ça reste encore, c'est encore prégnant. Voilà, c'est encore prégnant. Et ce livre-là, ce genre de livre-là montre aux jeunes générations, dans un moment de basculement et de paradigme, que peut-être elles doivent s'atteler aux sciences parce qu'elles ont leur place. Vous le prouvez qu'elles ont leur place encore aujourd'hui. Que pensez-vous aujourd'hui de l'évolution actuelle des sciences par rapport aux femmes et la façon dont elles s'en emparent? Écoutez, la totale aujourd'hui, dans le domaine de la psychanalyse, 80% des praticiens sont des praticiennes. Ce sont des femmes. Oui. Les métiers de soins, dans le monde entier, ce sont majoritairement des femmes. Vous le dites bien. Dans le domaine du droit, des avocats, des magistrats, ce sont majoritairement des femmes. Alors, cette idée que les femmes seraient mieux sur le plan littéraire et les hommes mieux en sciences, c'est évidemment stupide, mais c'est une réalité qui existe. C'est vrai. C'est-à-dire que ça on constate dans l'histoire que les femmes ont occupé des places meilleures je dirais, dans tous les métiers, sauf en politique et dans les sciences. Mais regardez, c'est en train de changer. Ça y est, c'est en train de changer. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Voilà. En revanche, on sait aussi que la féminisation excessive d'un métier n'est pas une bonne chose. Parce que c'est souvent, en effet, et là, l'infériorisation existe, c'est souvent un nivellement par le bas, et les femmes ont eu accès à des professions plus faciles que les hommes. Mais conceptuellement, écoutez, aujourd'hui, on sait que les femmes peuvent conduire des avions, des poids lourds, bien sûr, sauter en parachute. C'était important. Qu'est-ce qui restera comme métier vraiment très difficile pour des femmes? Il y en a plein. Bon, des métiers de force. De force, voilà. Force, bien entendu. Et puis d'ailleurs, c'est pas souhaitable. Autant je pense que c'est souhaitable qu'elle fasse le service militaire. Ça, le métier militaire est à mon avis aussi, il y a une égalité. Alors là aussi, la force physique. Bien sûr, bien sûr. Mais quand même, hein, on voit bien que les femmes sont aussi bonnes que les hommes. Voilà. Et c'est important de le rappeler pour terminer l'entretien et rappeler à chacun qu'il faut absolument se procurer le livre parce qu'il est vraiment très intéressant et que c'est un voyage, vraiment. C'est un voyage, c'est écrit presque comme une fiction. On dévore, c'est accessible. Il n'y a pas de jargon psychanalytique. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne le faites pas, ça. Vous ne le faites pas. Donc, vous n'allez pas commencer maintenant. Non, voilà. Donc voilà, donc il faut le lire, mais c'est vrai qu'il y a cette idée comme ça aujourd'hui, qu'il y a un petit recul en arrière sur la façon dont le masculinisme existe, les jeunes filles ont besoin par moment de se sentir protégées, ça s'appelle même aux États-Unis la tradwife, donc il y a un petit recul comme ça qui se fait, et c'est important de savoir qu'il faut prendre sa place, la mode va et vient, mais... Le masculinisme, c'était évident, hein. Oui, il est là. Évidemment. Il est là. Et puis la réaction. Oui. Le masculisme, c'est plutôt la réaction. Une réaction, bien sûr. À une émancipation aussi. Au mouvement de l'émancipation et de l'égalisation. Exactement. Donc il faut raison garder. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très beau pour terminer cet entretien. Il faut raison garder et lire ce qui peut nous permettre de nous souvenir, de nous rappeler et de découvrir celles qui sont moins connues, pour des questions de ratage, comme vous l'avez très bien dit, et celles qui sont maintenant des références. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. À très vite.